Salut Moshe, Salut. merci de nous rejoindre en direct de la Gaieté Lyrique dans le cadre d'un événement de Ledger Open, la troisième OP3N même pour les intimes, sur lequel on parle des enjeux du Web3 et du développement. Et justement, c'est dans ce cadre-là aussi qu'on te rejoint en grande partie pour discuter de ta solution, discuter d'Aleph. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît, avant de parler d'Aleph? Avec plaisir. Merci d'abord de m'avoir invité ici. Alors, en gros, mon vrai nom c'est Jonathan Chemoul, mon nickname c'est Moshe Malawar. Plein de gens me connaissent probablement sous le nom de Moshe sur Telegram, Twitter et autres. J'ai fait pas mal de développement logiciel pendant pas mal d'années. En conseil pour des grandes banques type BNP ou autres pendant longtemps, en IoT aussi pendant un moment après, et après j'ai bossé en tant que community developer pour plusieurs blockchains à l'époque avant de lancer le projet Aleph. Et qu'est-ce qui t'a motivé justement à lancer le projet Aleph? Alors on va revenir tout au long de cet épisode sur l'enjeu de Aleph et tout ce que tu résous. Il y a d'ailleurs une news très récente avec Ubisoft qui a fait beaucoup parler d'Aleph et on va justement aborder ces sujets-là dans quelques minutes. Mais l'envie, voilà, à quel moment un côté entrepreneur de se dire ok, je lance ma solution dans la blockchain? En fait, quand tu bosses sur des blockchains qui n'ont pas forcément tous les outillages, tu commences à développer plein d'outils autour. Et en fait, tous ces outils, finalement, tu te rends compte que la blockchain sous-jacente, finalement, tu l'utilises plus tant que ça. Et tu te dis, en fait, tous les outillages que tu as fait, tu peux les utiliser sur n'importe quelle blockchain. Et donc, tu commences à généraliser le truc, tu généralises, et après, ça devient un projet à part. Et du coup, c'est comme ça que ce qui était à la base un espèce d'explorateur de blocs, sur lequel j'ai voulu commencer à faire des grosses DApps. Moi, je me disais, si en gros, je vais faire un Twitter décentralisé, Facebook décentralisé, j'ai pas ce qu'il faut. Donc, je commençais à créer tout l'outillage sur une blockchain, qui était la blockchain Nulls à l'époque, mais bon. Et en fait, je commence à développer tous ces outillages, et en fait, je me rends compte, ça peut être complètement cross-chain. Tu n'es plus forcément que sur Nulls, que sur Cru, que sur Bidule. Donc après, je commençais à le porter sur Ethereum et ça a commencé à devenir un projet à part. Et j'ai l'impression effectivement que le narratif du Web3 est en train de prendre une importance aussi équivalente que la DeFi au début de l'année 2020 et que la DNFT cette année. Est-ce que tu vois effectivement ce grand nom Web3 être le moteur des prochains mois, des prochaines années du développement sur les blockchains et particulièrement sur Ethereum? Alors le Web3, ça fait longtemps qu'on en parle. Ça fait longtemps que tout le monde dit ça va être le grand moteur. Tout comme pour le stockage décentralisé, tout le monde dit ouais c'est le stockage. En fait à voir, parce que je pense qu'il y a un peu de tout. Il y a le métaverse qui arrive. Et en fait le métaverse, si on regarde, en fait c'est bien, mais si le back-end il est centralisé, ça marche pas. Et en fait du back-end de métaverse, en fait, c'est comme du back-end pour le Web3. C'est des serveurs, en fait. C'est des serveurs qu'il faut décentraliser. Et ok, pour le Web3, tu peux avoir une blockchain, mais si le serveur qui te sert le truc, il est centralisé, et si tu as un back-end centralisé entre la blockchain et toi, c'est centralisé. On l'a vu avec DYDX il y a en fait hier ou avant-hier, je ne sais plus. Donc voilà. Donc en gros, je pense que le Web3, c'est un truc qui arrive, mais ça arrive de tous les côtés. Et en fait, la réalité du Web3, en fait, c'est le stockage et le computing qui sont vraiment décentralisés. Et c'est ça qui est vraiment le nerf de la guerre. C'est comment est-ce que tu vires AWS, quoi. Comment est-ce que tu comment est-ce que tu décentralises AWS? Parce qu'effectivement, ce que tu citais tout à l'heure, DYDX, qui est un échange décentralisé, enfin non, d'ailleurs, qui est une plateforme de trading décentralisée pour être un peu plus précis, qui a un token d'ailleurs, qui a fait un airdrop il y a quelques semaines qui fonctionne plutôt bien, a été coupé parce qu'AWS c'est Amazon, c'est les serveurs d'Amazon et les serveurs d'Amazon ont été down. Ouais. Donc en fait, c'est le Web3, mais pas totalement, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est là où on se rend compte que en fait, le Web3, si en fait tu le hostes sur AWS, c'est plus du Web3. Ouais, c'est plus du tout du Web3. Et alors justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'Aleph, nous expliquer ta solution du coup? Qu'est-ce que c'est Aleph et à quoi ça sert? Alors justement, en gros, je vais commencer par une phrase toute bête, c'est pas une blockchain. Tous les autres, quand on parle de stockage, de computing décentralisé, ils ont leur blockchain, c'est bien, sauf qu'en fait, en réalité, les applications, elles vont pas se faire sur leur blockchain à eux, elles vont se faire sur Ethereum, elles vont se faire sur Solana, sur Polygon, sur Avalanche ou n'importe quoi en fait, il y en a plein. Et parfois même, en fait solution, elle va être cross-chain. Le problème, c'est que quand tu as ta propre blockchain, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des bridges et tout. Nous en fait, on n'est pas une blockchain. On accepte les codes de plein de blockchains, c'est-à-dire que c'est des messages qui sont signés par une clé privée, donc on peut vérifier avec une clé publique qu'on peut mapper sur une adresse. C'est la base de la cryptographie sur courbe elliptique. Et du coup, c'est ça.
tout message que le réseau peut valider, il est actif sur le réseau. Enfin, il est valide sur le réseau. Et du coup, on accepte des adresses qui viennent de Ethereum, Polkadot, Cosmos, etc., etc., etc. Et du coup, ces messages permettent d'aller stocker des entrées de bases de données, parce qu'en fait, tous les sites web, si on les regarde, en fait, ce n'est que des bases de données. Et bah, du coup, nous, on a une base de données qui est en fait complètement décentralisée sur le réseau avec les nœuds du réseau, qui vont pouvoir demander de faire du stockage de fichiers. Donc, par exemple, tout le statique, tout le front-end d'un site web peut être là-dessus. Tous les médias qui sont en fait derrière un NFT peuvent être stockés comme ça. Ou alors des demandes de création de virtual machines, de machines virtuelles, qui sont en gros l'équivalent de AWS Lambda, qui est ce qu'on appelle le serverless computing. Et justement, ce qui fait tourner une grosse partie du Web3, c'est soit en fait des serveurs, soit souvent du serverless computing, c'est-à-dire que c'est juste des petites fonctions qu'on va appeler. Quand on les appelle, ça va aller lancer une machine virtuelle, lancer du code dedans, ça va faire un appel à ce code, ça va renvoyer la réponse, et après, ça va soit le laisser vivant, soit le tuer, mais on s'en fiche, et après, c'est fini. Et si on a des gros besoins, bah, ça va aller le lancer sur énormément de serveurs physiques derrière. Donc voilà, et bah, du coup, nous, on propose ça aussi de façon décentralisée, et donc du coup, les messages permettent de créer ce genre de micro-VM, quoi. Donc c'est une solution qui est ultra importante parce qu'on le disait, si on bâtit des choses sur des fondations qui ne sont pas décentralisées, bah, Voilà. en fait tout l'étage supérieur est bancal et on l'a vu avec DYDX. Donc c'est une solution importante mais dont le public n'est pas forcément la première cible et le premier utilisateur. Alors ouais, on a quelques DApp que le grand public peut utiliser. Pour aller staker, c'est en fait token LF. Pour aller faire un backup c'est en fait NFT. Tu peux aller mettre une adresse dans un NFT et demander au réseau de le backup. Ça va fonctionner, mais c'est pas les utilisateurs premiers. Les utilisateurs premiers, ça va vraiment être les protocoles, les DApp, les créateurs de NFT, etc. Donc ça va être très bien pour l'utilisateur, mais c'est vrai que l'utilisateur n'a peut-être pas utilisé Aleph, ou en tout cas ne sait pas qu'il utilise Aleph en direct. Exactement. C'est ça. Et du coup, on va se retrouver avec des gens qui vont utiliser Aleph, ils ne le savaient même pas. Par derrière. Par exemple, tous les utilisateurs de Request Network, derrière, Request Network stocke aussi ses factures sur le réseau Aleph, par exemple. Et alors, qui peut être acteur de ce réseau, du réseau Aleph, pour le décentraliser justement? Alors du coup, n'importe qui peut venir créer un nœud. Il faut avoir un minimum de 200 000 Aleph et avoir 500 000 Aleph en staking pour avoir ce qu'on appelle un core channel node, qui sont les contrôleurs du réseau. Et après, pour fournir de la puissance de calcul, c'est ce qu'on appelle les computing resource nodes. Ça va arriver plus tard ce mois-ci. Et là, en gros, c'est les core channel nodes qui vont dire ce resource node, je lui fais confiance, il bosse avec moi. Donc après, soit en fait, il faut trouver un core channel node qui n'a pas assez de ressources node, et donc du coup, il vous délègue ça. Soit en fait, avoir son propre core channel node pour avoir des ressources nodes en computing. Et on en discutait avec Nathan Sexer, que tu connais très certainement, de Sysmo notamment, il y a quelques semaines dans un podcast sur est-ce que Twitter va se décentraliser. Je parlais tout à l'heure effectivement on veut décentraliser ça et ça et ça, et qu'en fait peut-être que c'est la fondation qu'il faut décentraliser au global, et c'est ce que tu as fait avec Aleph. Mais sur ce changement de modèle économique où on va décentraliser les données parce que effectivement c'est la base, on va difficilement, si ce n'est dans la vision du Web3, ne plus la vendre en bout de chaîne. Ça change un petit peu le modèle économique du Web2 qui est totalement basé sur la revente des données. Quelle est ta vision justement sur le financement du Web3 à travers des tokens ou à travers des solutions comme les tiennes pour que ceux qui utilisent une solution décentralisée comme la tienne puisse quand même dégager un revenu? Alors, c'est là que c'est relativement intéressant. C'est que sur notre réseau, soit c'est le créateur de la DApp ou autre qui paie pour l'usage, soit ça va être l'utilisateur lui-même qui va payer. Mettons par exemple l'exemple d'un jeu vidéo. Et que le back-end du jeu vidéo, on veuille le mettre complètement sur le réseau Aleph. Parce que moi, j'estime qu'à terme, même pour le métaverse et autres, si on veut vraiment y arriver, il faut que tout soit décentralisé. Donc, mettons que l'éditeur du jeu vidéo mette son back-end sur le réseau Aleph. Ce n'est pas le cas, on n'en a pas encore aujourd'hui. Mais on a des créateurs de autres DApp qui en ont. En gros, l'éditeur de la DApp, l'éditeur du jeu ou autre, il va le faire. Bon, au début, il va le payer parce qu'il a réussi à vendre son produit, mettons. Mais à terme, il va dire ça, j'arrête de le supporter. Et du coup, ça arrive beaucoup dans des communautés de jeux vidéo. Et du coup, les joueurs se retrouvent sans plus rien. Je prends cet exemple parce qu'il y a plein de gens peut-être qui ont déjà vécu. Et l'idée, c'est que là, les utilisateurs eux-mêmes peuvent aller payer les serveurs. Ils peuvent dire, si l'éditeur ne le paie plus, moi je le paie.
et ça va continuer à fonctionner. Donc c'est là où on change un peu, c'est que l'utilisateur peut lui-même payer pour ses données. Pareil pour le stockage, si on parle, mettons, d'un Google Drive ou alors un espèce de Google Photo équivalent qui serait sur le réseau Aleph. Du coup, peut-être que pour un free tier, ça va être l'éditeur qui va payer, mais si l'utilisateur il en veut plus, c'est lui-même qui va les payer le stockage qui va être en surplus. Et après, pourquoi pas, il peut payer un abonnement à l'éditeur pour utiliser la solution ou des choses comme ça. Mais en gros, on est sur un modèle où on paye, on sait pourquoi on paie, parce qu'on paie directement pour la puissance de calcul, puissance de stockage, etc. Et ça veut dire que moi, demain, si je veux participer au réseau, que j'ai suffisamment de staking et d'Aleph, ça consiste en quoi? J'ai par exemple 10 gigas de trop sur mon ordinateur, est-ce que je peux le donner au réseau ou est-ce qu'il faut que j'ai vraiment beaucoup plus et que je le dédie vraiment qu'à ça? Alors, il vaut mieux que ce soit une puissance de calcul et de stockage qui soit vraiment dédiée à ça sur des machines qui restent allumées tout le temps. C'est l'idéal. Après, on réfléchit à des solutions pour le rendre un peu plus dynamique comme ça. C'est pas encore le cas. Mais par contre, si on a des Aleph, le simple fait de hold des tokens Aleph nous donne une capacité de stockage qu'on peut utiliser. Donc si tu as des tokens Aleph, tu peux les utiliser pour aller stocker tes données personnelles qui vont être chiffrées de bout en bout sur le réseau. D'accord. Est-ce que tu as quelques data justement sur le nombre de nœuds, le nombre de gigas de puissance que vous avez chez Aleph? Alors pour l'instant, on a, je crois, si je ne me trompe pas, j'avais vu ce matin, 70 core channel nodes. Les computing resource nodes qui va arriver le mois prochain, il y en aura à peu près 3 par core channel node, donc on peut multiplier assez facilement. On aura un peu plus de 200 computing resource nodes qui devraient arriver, je pense, d'ici Q1 2022. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de la team d'Aleph, combien vous êtes et quelles sont vos missions quotidiennes pour ce réseau? Alors aujourd'hui, on est à peu près une dizaine dans la team. Nos missions quotidiennes, c'est être sûr que le réseau fonctionne, faire des mises à jour sur le logiciel du réseau pour rajouter des features, etc. Développer des nouvelles features, comme par exemple le serverless computing dont on parlait, qui là maintenant arrive, il est en bêta, on va le passer en production. On aide des protocoles à venir déployer sur le réseau. Par exemple, on a fait un gros travail avec énormément de protocoles sur Solana pour les aider sur leur indexing, c'est-à-dire qu'en fait on va les déployer des indexeurs de transactions Solana sur les micro-VM. Donc par exemple, on a fait Radium, Orca, Saber, Port Finance, Serum, PsyOptions, etc. Donc l'idée, c'est que tous ces protocoles-là, on les aide comme ça. Leur back-end, il est directement sur le réseau. Ils n'ont pas trop à s'embêter. Ils ont des données en live qui se mettent à jour et auxquelles tout le monde a accès. Du coup, en gros, notre travail en général, c'est maintenir le réseau, déployer des nouvelles versions, développer des nouvelles choses autour du réseau et trouver des verticales sur lesquelles on peut aider des projets à venir déployer sur le réseau. Et pour qu'il n'y ait pas de problème, contrairement à DYDX, vous copiez à plusieurs endroits les données. Est-ce qu'elles sont copiées à tous les nœuds? Est-ce qu'il y a une certaine partie des nœuds qui les ont en copie au cas où il y en a un qui tombe? Comment ça fonctionne ce côté-là? Alors, pour les données actuellement, tant qu'on n'a pas encore les storage resource nodes qui vont arriver l'année prochaine, pour l'instant, on n'a que les core channel nodes, donc la donnée est répliquée partout pour les entrées de base de données et pour les fichiers quasiment à peu près un nœud sur deux, un truc comme ça, c'est pour les fichiers. Par contre, pour le computing, ça du coup, ça arrive très bientôt. Pour le storage, une fois qu'on aura les storage resource nodes, ça va changer. Chaque donnée va être stockée à 6-7 endroits à peu près. Et pour le computing, l'idée, c'est qu'en gros, on arrive sur le réseau, on fait une demande, ça va aller trouver une micro-VM, ça va nous trouver un superviseur de micro-VM pour aller nous lancer notre code. Et après, si on a beaucoup de demandes, un pic de demandes, du coup, ça va aller en spawner plein à plein d'endroits. D'accord. Et la personne qui, du coup, hoste ces données-là, elle n'y a pas accès sur son ordinateur. Elle ne peut pas voir ce qu'elle hoste, pour qui et ce qu'il y a dedans. Alors, si, mais l'idée, c'est que pour la plupart, c'est soit des données publiques, par exemple des métadatas pour des NFT ou des choses comme ça, soit sinon, c'est chiffré end-to-end. C'est-à-dire qu'en fait, c'est chiffré dans le navigateur de l'utilisateur qui va pousser les données et quand elle va les redemander, elle va les déchiffrer sur son ordinateur. Du coup, personne n'y a accès. Ok. On va parler un petit peu maintenant de la news
d'Ubisoft, qui a été intervenu il y a quelques jours, où on savait qu'Ubisoft, gros studio de jeux vidéo français, s'intéressait au monde des NFT, au métavers, et a annoncé justement un partenariat avec Aleph et avec Tezos. Avant de voir un peu ce que Ubisoft vient chercher dans votre solution, même si on commence à comprendre un petit peu les contours, ta vision sur les métavers, est-ce que on a parlé un petit peu en entrée du Web3, du métavers, comment tu imagines les métavers? Est-ce que pour toi c'est vraiment très crypto ou pas du tout? Parce qu'il y en a qui imaginent vraiment un monde totalement crypto, d'autres qui disent non, le métavers n'a rien à voir avec les cryptos. Quelle est la synergie entre ces deux mondes-là, et quelle est ta vision sur ces deux nominateurs-là? Est-ce que c'est quelque chose qui a un vrai intérêt et une vraie finalité, ou est-ce que c'est le truc de la mode en ce moment? Alors, c'est un peu le truc de la mode en ce moment, mais tout comme il y avait eu au tout début, si on se rappelle un petit peu, le Web 1, qui était un monde un peu statique, et il y avait eu la bulle de l'Internet qui était arrivée à peu près au moment du Web 1, où en gros c'était le tout début. Sauf qu'en fait l'Internet n'était pas encore prêt. Et donc du coup ils avaient essayé de faire de l'e-commerce, ils avaient essayé de faire des en fait, sites sur lesquels on pouvait aller faire ses courses en ligne et tout, mais ça marchait pas. La techno n'était pas prête, on avait encore des modems en 56K, ça allait pas. Le Web 2 est arrivé, et en fait, aujourd'hui on fait tous nos courses en ligne, enfin voilà. Et donc l'idée c'est que ce qui est arrivé à l'époque avec Second Life, on avait quand même eu des gouvernements qui avaient fait des ambassades sur Second Life, on avait eu des trucs de fou avec Second Life. Des banques même qui avaient ouvert des agences et tout. Et en fait, je pense que là, on a une petite chance de vivre la partie Web 2 sur le métavers qui avait été fait à l'époque avec Second Life. Par contre, je pense que là où la crypto a un intérêt là-dedans, c'est que maintenant on peut décentraliser les choses. Et je pense que c'est là où il va falloir se battre, c'est que le métaverse ne soit pas centralisé. S'il y a un métaverse, si on doit y être, il ne faut pas qu'il soit centralisé. Et donc tous les métas de Facebook et autres, je pense que et c'est là où ça rejoint le Web 3, il va falloir se battre pour que tout reste décentralisé. Donc pour que ce soit décentralisé, il faut que les serveurs de jeux, parce qu'en fait c'est des serveurs de jeux vidéo, les serveurs de jeux soient eux-mêmes décentralisés sur un réseau comme Aleph ou autre. Mais en gros, l'idée, c'est que ce métaverse il soit décentralisé. Et alors, justement, qu'est-ce qu'a cherché Ubisoft? Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cette news-là que tu as bien suivie? Qu'est-ce qu'a annoncé Ubisoft, et pourquoi Aleph est parmi les noms qui sont très vite sortis quand la news de Ubisoft est sortie? Alors en gros, Ubisoft a rajouté quelque chose dans en fait un jeu vidéo qui s'appelle Ghost Recon Breakpoint, où en gros les joueurs qui avaient déjà joué pendant longtemps, donc en gros ça va exclure toute en fait forme de spéculation ou autre, parce que pour pouvoir avoir ces items, il faut avoir un niveau minimum dans le jeu, peuvent aller claim des skins dans le jeu spéciaux. Et donc ces skins là, ils vont avoir un numéro de série, etc. Et donc après, ils peuvent les envoyer sur le réseau de Tezos. L'intérêt aussi du réseau Tezos, c'est que ils sont green, du coup il n'y a pas tous les problèmes environnementaux, etc. Et donc l'idée, c'est que tant qu'on l'a dans le wallet, on peut utiliser le skin dans le jeu. Et du coup, on peut l'envoyer à d'autres. On peut le mettre sur une plateforme comme je crois que c'était sur Rarible, sur Tezos, on peut les échanger. La personne qui le reçoit doit avoir joué un certain nombre de temps sur le jeu pour pouvoir les recevoir. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est que autant l'ownership il est sur Tezos, autant un NFT, c'est en fait ce qu'on appelle des metadata. Parce qu'en fait, on-chain, sur un NFT, on n'a que à qui il appartient. Mais en fait, le nom du NFT, les détails, la description, les photos, les vidéos et tout ça, c'est en fait sous la forme d'une URL web. Et cette URL web, elle pointe sur des micro-VM du réseau Aleph qui vont aller compute de façon dynamique à partir de données qui sont et on-chain et off-chain à partir du jeu, les metadata pour donner les informations sur l'item. Et les photos et les vidéos du jeu, et les photos et les vidéos de l'item sont stockées sur le stockage du réseau Aleph de façon décentralisée. Ce qui fait que tous les NFT, c'est-à-dire qu'en fait le NFT en entier, il est décentralisé. C'est pas que l'ownership, les metadata et en fait les médias sont décentralisés. Et surtout, ça peut donner un truc assez intéressant qui sont des NFT dynamiques. Parce que souvent, la plupart des NFT, ils sont statiques. Mais en fait, c'est un NFT dynamique qui va avoir des informations sur les précédents owners du NFT, etc., qui vont changer de façon dynamique, mais surtout, on peut tout vérifier. On peut voir
chaque changement a été signé et on peut tout vérifier de façon historique. On peut même lancer le en fait, générateur des métadatas sur un autre ordinateur si on n'a pas confiance et voir si ça a bien été fait. Et ce signal justement d'Ubisoft, qui est un grand studio, et d'autres, pour toi c'est effectivement un signal important qui pourrait en entraîner d'autres et qui pourrait sensibiliser et les éditeurs de jeux vidéo et le public à cette importance de décentraliser ces données-là? Oui, je pense que c'est vraiment crucial et c'est bien qu'ils l'aient fait dès le début. C'est qu'en fait, ils ont dit c'est important, il faut que ce soit décentralisé, il faut que ce soit compliant avec plein de règles diverses et variées. Et du coup, il faut qu'on puisse avancer ensemble pour que le métaverse soit décentralisé. Et comment ça s'est fait justement cette connexion avec Ubisoft? Est-ce que c'est eux qui sont venus te voir? Est-ce qu'il y avait déjà des contacts là-bas? Quel est le regard qu'ils ont porté justement sur cette solution, Aleph? Alors, c'était assez intéressant parce que au début, on avait parlé une première fois pour une première saison, pour la saison de l'année précédente de leur Ubisoft Entrepreneur Labs. On n'avait pas décidé de travailler ensemble, etc. Mais là, cette année, ils s'intéressaient beaucoup au stockage décentralisé, IPFS, etc. Du coup, on a commencé à discuter. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie synergie à faire ensemble. Ça les intéressait parce qu'eux, ils commençaient à réfléchir à ça. Donc du coup, on s'est dit pourquoi est-ce qu'on ne travaillerait pas ensemble. Et ensuite, il y a eu le début de la saison actuelle de en fait, l'Ubisoft Entrepreneur Labs. Donc on a pris part à leur incubateur. Du coup, on fait partie de leur incubateur. Et c'est là qu'on a pu rencontrer plein d'équipes. Et c'est là, du coup, qu'on a décidé ensemble de travailler sur le projet Quartz. Sur les réseaux sociaux, on en a pas mal parlé au début. Là, on a parlé des métavers, des jeux vidéo. Sur quelle autre dynamique, sur quelle autre orientation le stockage de données en dehors des standards qu'on connaît aujourd'hui serait important selon toi? Est-ce que dans la vie de tous les jours, par exemple, nos passeports, tout ce qu'on veut numériser aujourd'hui pourrait avoir un intérêt à être décentralisé? Ou est-ce qu'il y a des concessions à faire et c'est peut-être pas là-dessus qu'il faut se concentrer dans les prochaines années, les prochains mois? Alors, je pense que oui. Alors, sur le passeport et autres, c'est vraiment la question de l'identité décentralisée qui est une vraie question sur laquelle on travaille d'ailleurs avec Synapse sur un projet d'identité décentralisée sur lequel en fait tous les documents personnels, etc. vont être stockés, chiffrés de bout en bout sur le réseau Aleph. Et donc, on peut les réutiliser son en fait identité très facilement. Du coup, ça, c'est prévu. On en entendra souvent plus parler très rapidement parce que la release est prévue pour bientôt. Et après, il y a aussi plein d'autres questions. Sur le stockage décentralisé, je pense qu'il y a des vraies questions. Même en termes environnementaux, ça peut aider parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont des serveurs aujourd'hui qui dorment, qui ne servent à rien, qui sont allumés au cas où elles en ont besoin. Et je pense que la plupart des grosses multinationales en ont. Et s'ils pouvaient vendre la puissance de calcul et la puissance de stockage qu'ils ont dormante, du coup, ça ferait que leur serveur ne servirait pas à rien, pourrait servir à d'autres, qui auraient peut-être besoin d'avoir moins de machines en interne et qui pourraient aller faire un overflow sur les ressources du réseau. Et donc là, ça pourrait permettre d'avoir un partage de ressources entre les entreprises et peut-être qu'on n'aurait même plus besoin d'avoir des clouds. Si en fait les ressources dormantes qui sont à droite à gauche peuvent faire un cloud, est-ce qu'on a encore besoin d'avoir du cloud séparé un peu partout? Ouais, totalement, avec du coup toutes les interrogations et les problématiques qu'a l'Europe sur un cloud, un petit peu de nouveau Exactement. le ramener par ici, en fait, n'aurait plus de sens. Ouais. Et ça réglerait beaucoup de problèmes. Une dernière question justement sur toutes ces thématiques-là, avec ce qu'on entend beaucoup là aussi, parce que je pense que les auditeurs l'ont compris, et moi j'en comprends les détails en discutant avec toi sur l'importance de cette première couche qui est décentralisée et de tout ce qu'on monte au-dessus ensuite. Mais on entend beaucoup parler des DID, des identités décentralisées, comme on vient d'en discuter, et de la capacité, tu sais, à donner des informations sans forcément les montrer, avec cette capacité d'avoir des passeports DeFi, d'avoir des connexions avec son adresse Ethereum, d'avoir son point ETH qui donne certaines informations sans dévoiler la totalité de ce qu'on a sur son portefeuille. Est-ce que là aussi, si on lit et si on s'imagine un petit peu dans les prochains mois, les prochaines années, lié à un stockage décentralisé dans les bases de données avec Aleph, avec tout ce qui est, on l'a dit, les DID et puis les ZKP, ça pourrait faire des chocs à pic, comme on dit. Est-ce que ça ne serait pas l'avenir Clairement, oui. Les ENS? Clairement. Je pense que si on peut stocker des preuves sur un réseau décentralisé,
ça ouvre beaucoup de portes. C'est-à-dire que derrière, du coup, tu peux prendre la preuve, tu vas aller signer une toute petite partie et tu vas montrer que ce qui t'intéresse à chaque fois. C'est super intéressant. Il y a aussi d'autres solutions, même en fait sans aller jusqu'au ZKP. Si en gros l'émetteur de l'identité décentralisée va juste aller mettre un message en disant tel utilisateur, en fait un message chiffré pour l'utilisateur que lui seul peut déchiffrer, pour dire du coup cet utilisateur il n'est pas aux États-Unis, il n'est pas en Corée du Nord, il est majeur, il n'est pas sur une liste AML, et du coup, le provider de KYC, il signe juste ça, chiffré pour l'utilisateur. Et après, l'utilisateur, quand il veut, il le déchiffre et il monte cette preuve. Et il la montre que à ceux à qui il veut. Et du coup, ça n'utilise pas des technologies type ZKP ou autre, mais ça fait la même chose. Et ça, c'est disponible dès en fait aujourd'hui. Après, les en fait ZKP aussi, hein. Mais voilà. Il y a plein de solutions pour arriver à ça. Il y a plusieurs niveaux pour arriver au même objectif. Et l'objectif premier, c'est aussi et surtout de protéger la vie privée des utilisateurs. Exactement. Et ça commence, on l'a compris, donc, avec le stockage de données. Et ça va bouleverser et modifier les jeux vidéo, les réseaux sociaux forcément, et toute notre interaction avec le Web3. Et on vient encore d'en comprendre l'importance avec toi, Moshe. Merci beaucoup en tout cas d'être venu répondre à ces questions-là à notre micro. On met dans la description tous les liens pour en apprendre un petit peu plus sur Aleph. Et on met également le podcast avec Nathan Sexter que j'avais fait il y a quelques semaines sur le Web3 pour compléter cet épisode. Merci beaucoup Moshe. Merci à toi.